Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui a vocation à traiter de l'inflation, taux, incertitude, dans quoi investir en 2026. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de traiter de sujets d'actualité assez brûlante, puisqu'elle concerne notamment le conflit au Moyen-Orient, mais pas que, qui amène bien entendu quelques incertitudes. Et puis l'objectif sera bien sûr de voir quelle est la classe d'actifs qui peut tirer son épingle du jeu, mais également les risques qu'il peut y avoir dans ces périodes d'incertitude qui peuvent également amener des opportunités, bien sûr. Alors, pour me présenter, Amandine Frappier, je dirige le cabinet Hilbert Wealth Management. Vous êtes peut-être déjà client de la structure, peut-être pas. Aujourd'hui, l'objectif était d'apporter effectivement un point sur des actualités ouvertes à tous et de donner les perspectives et opportunités. Comment va s'organiser le webinaire? Je vous propose d'abord de faire un point marché macroéconomique, des points d'actualité. Ensuite, quelles sont les classes d'actifs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, dans quoi investir majoritairement, ainsi qu'une note de conviction qu'on souhaite vous partager. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas à utiliser le chat. Il y aura également quelques sondages pour pouvoir interagir et bien entendu, nous sommes là pour ça. Sur le point marché, vous êtes aujourd'hui dans un contexte qui est un contexte de forte volatilité. Quelles sont les raisons? Les raisons sont les raisons que vous connaissez tous, puisque vous lisez, j'imagine, les actualités, vous les voyez à la télé, vous avez des actualités notamment dans la presse spécialisée. Le sujet à date est d'en comprendre les enjeux et les impacts. Alors, nous n'avons pas de boule de cristal, nous non plus, mais l'idée, c'est de comprendre quels sont les risques, d'abord. Qu'est-ce qui peut derrière être impacté en termes de classe d'actifs? À quoi s'attendre et comment on peut anticiper cela? Donc d'abord sur le risque premier, c'est le risque de la hausse des matières premières. C'est d'ailleurs pas un risque, c'est déjà le cas. Quel est l'enjeu en dehors de l'opportunité? L'enjeu, c'est que lorsque vous avez une hausse des matières premières, vous avez également majoritairement une hausse des taux si c'est amené à durer très longtemps. Cette hausse de taux impacte toujours toutes les classes d'actifs. C'est jamais très positif de manière générale. Dorian Raymond, l'asset trader du groupe, nous disait pas plus tard que ce matin en 10h, donc vous avez des actualités assez fraîches, que les banques centrales ne sont pas enclins tout de suite à remonter les taux. Elles sont plutôt accommodantes. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle qui n'est pas neutre. C'est une bonne nouvelle qui a des explications. Le contexte actuel et la volatilité actuelle, je rappelle que cette volatilité, c'est ces variations à la hausse comme à la baisse que vous pouvez avoir sur les marchés financiers, eh bien, elle y est uniquement actuellement à un contexte géopolitique. C'est-à-dire qu'en dehors de ce contexte géopolitique, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de croissance. La croissance est présente. Les entreprises sont là. L'économie se porte plutôt correctement. Évidemment, on apporte quelques nuances, mais d'un point de vue macroéconomique, ce qui est l'enjeu aujourd'hui, le marché se porte plutôt bien. Pour toutes ces raisons-là, les banques centrales sont plutôt enclins à maintenir une politique de taux stable et donc de soutenir les économies. Ça, c'est un point positif parce que ça veut dire qu'il y a de la performance au niveau mondial. Et que donc, s'il y a des performances, il y a aussi des opportunités, bien entendu. Alors, les opportunités, elles sont à mesurer puisque des impacts seront présents. Bien sûr, on est dans un contexte de très forte volatilité avec des downs auxquels on doit s'attendre dans l'année. Monsieur Trump est assez abonné au mois d'avril. Au mois d'avril de l'année dernière, nous avions le Liberation Day qui a eu pour conséquence d'accuser une baisse immédiate de moins 25% environ sur le S&P 500. Le S&P 500, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indice principal américain, des USA, qui a vocation à donner la performance des 500 premières positions américaines. Les positions, ce sont les actions notamment, ce sont Meta, par exemple, Nike, etc. Donc les 500 premières capitalisations américaines, qui a accusé un coup de moins 25. Est-ce que ça s'est relevé? La réponse est oui, un petit peu avant l'été. Donc on voit aussi que tant qu'il y a de la croissance, le marché se relève, il faut lui laisser le temps. Mais
il y a des grosses volatilités qui sont liées à des enjeux géopolitiques. Quand on a un personnage important au niveau mondial qui prend la parole, notamment au mois d'avril, forcément, ça a des conséquences. Les actualités géopolitiques, pour les nommer au Moyen-Orient, ont également un énorme impact. La première, bien entendu, dont vous entendez parler dans les actualités, des actualités notamment du quotidien. Et le sujet, c'est de savoir quelle sera la durée de ce conflit. Si le conflit est court terme, c'est-à-dire un mois, la conséquence a priori anticipée sera plutôt neutre. C'est-à-dire que ça va se relever assez aisément avec une baisse des taux long terme sans trop de problèmes. Si effectivement le conflit est amené à durer plusieurs mois, 3-6 mois, on peut rentrer dans une période d'augmentation des taux long terme si ce n'est pas accompagné d'une croissance mondiale, mais également d'une période de stagflation qui va avoir vocation à générer de nouveau de la volatilité de manière significative. Et puis effectivement, si le conflit dure, alors effectivement, cette volatilité, l'avantage c'est qu'elle pourra être anticipée, je parle bien d'un avantage financier bien sûr, pourra être anticipée et amener des opportunités avec une visibilité. Mais il y aura bien sûr des conséquences sur le marché. Quelles sont les classes d'actifs qui tirent leur épingle du jeu? C'est bien sûr la défense, premier point. Également l'intelligence artificielle, sur lequel vous aviez encore dans cette semaine des investissements majeurs qui ont eu lieu. Mais également les indices. Les indices, c'est, je parlais du S&P 500, je parlais de l'indice mondial MSCI World par exemple, qui vont tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce que sur du long terme, vous avez de la croissance et que la croissance n'est pas mise à mal. Ça, c'est un point qui est très positif. Tout ce qui se passe actuellement est lié à une conjoncture ciblée géopolitique et non économique. C'est un point majeur parce que c'est également la raison pour laquelle les taux n'augmentent pas. Et je le répète parce que c'est un point important, les banques centrales sont plutôt complaisantes pour le moment, à voir ensuite sur la durée du conflit. J'en profite pour rappeler que les marchés ont connu bien pire. Je m'explique. En 2020, cette fois-ci, on a un arrêt total des économies. Alors bien sûr, certaines boîtes continuent à fonctionner, mais on est sur un point d'arrêt sur des choses qui n'étaient jamais arrivées, tout le monde chez soi. Pour autant, il y a eu de la croissance par la suite, on a eu du mal à s'en relever, je ne parle pas du quotidien, je parle bien des marchés. Je vous invite à regarder la courbe qui est juste ici. Cette courbe, c'est sensiblement la performance mondiale sur du long terme et notamment la performance du Dow Jones, qui est l'indice industriel américain. Alors, on parle de l'indice américain beaucoup, des indices américains beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est les tendances mondiales. En tout cas, encore aujourd'hui, à partir du moment où vous avez de la croissance, tout le monde suit de manière générale. Voilà pourquoi c'est souvent les indices de référence. D'accord? Donc, depuis 1870, on voit bien en révolution industrielle, on voit bien qu'il y a de la croissance sur du long terme. Ça ne veut pas dire que c'est de tout repos, bien entendu. Là, on voit bien l'impact du Covid. La courbe s'arrête à 2020. J'essaierai de vous la trouver arrêtée à 2025. Je n'ai pas trouvé aussi clair jusqu'à 2025, mais nous l'avons sur d'autres courbes plus récentes, mais sur les 10 dernières années. Elle est de toute façon croissante, notamment sur des indices généraux et notamment sur des indices mondiaux et même sur des indices européens, malgré la volatilité. Ce qui veut donc bien dire qu'à partir du moment où on a du temps, il fait son œuvre. En 2022, on a la guerre en Ukraine qui continue encore d'ailleurs et qui amène une instabilité aussi. Elle a été mis un peu de côté par les actualités géopolitiques au Moyen-Orient. Néanmoins, elle est encore présente et elle a encore un impact. Je rappelle que l'Ukraine, on l'appelait le grenier du monde. Ça a eu un impact aussi d'ailleurs sur les matières premières. Et puis, ces multiples crises répétées, effectivement, n'ont pas amené une décroissance et une baisse des marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qui est important si on prend un peu de hauteur. Et c'est toujours très important dans nos métiers de prendre de la hauteur. Est-ce que sur 10 ans, les marchés gagnent? La réponse est oui. Et rappelons-nous ce qu'est un marché. Un marché, ce sont des entreprises qui fonctionnent. Un marché, c'est que tant qu'il y aura des défis écologiques, des défis en ce moment liés à la défense, des défis qui vont être liés à un objectif de performance, alors il y a de la croissance sur du long terme. C'est le maître mot. Pour répondre à nos points d'actualité et répondre notamment à l'objet de notre webinaire qui est très bien Amandine, mais où investir dans ce cas? D'abord, nous rappelons que
Lorsqu'il y a des crises et au-delà de crises, lorsqu'il y a des downs, parce que une baisse ne veut pas toujours dire une crise au passage. Vous pouvez avoir des mauvaises années, c'est juste une mauvaise année. Bon, et ben c'est aussi des opportunités. Ces opportunités, c'est ce qu'on appelle chez nous des points d'entrée. D'ailleurs, les meilleurs gérants, ceux avec lesquels nous travaillons par exemple, Hilbert Investment également, mais pas que, nous travaillons avec d'autres partenaires, les meilleurs grands partenaires vous investissent sur du long terme. Il n'est pas rare que notamment sur des périodes où vous allez avoir plusieurs points d'entrée parce qu'il y a de la très forte volatilité, du chahut, du bruit, comme on le dit sur les marchés financiers, vous soyez investi au fur et à mesure sur les marchés pour ne pas être investi au plus haut alors qu'après-demain, ça va baisser. Je rappelle qu'on rentre sur les marchés plutôt quand ils sont bas, pas quand ils sont hauts. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des moments d'incertitude, et ce sera aussi l'objet du webinaire, on ne bouge pas. Ce n'est pas le moment de bouger. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire mais ce n'est pas le moment de bouger. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour faire bénéficier des points d'entrée. Donc, quand vous êtes investi, par exemple, si actuellement vous êtes en train de vous interroger sur est-ce que je dois investir ou pas, la réponse est oui. Sur quoi on privilégie, si on est sur des marchés financiers, la défense, les indices et les classes d'actifs liées à l'IA qui, à surveiller néanmoins, mais ont des perspectives, un boulevard devant elles en termes de croissance, mais on le fait au fur et à mesure. Les meilleurs investissements se font de manière pondérée pour ce qui s'appelle lisser les points d'entrée. Et il y en aura plusieurs cette année. Les gérants, c'est aussi le travail de Dorian Raymond Asset Trader, mais également d'autres gérants dans d'autres maisons, ont vocation à anticiper ces points d'entrée pour vous investir au fur et à mesure. Ça, c'est l'idée. Dans quoi on peut investir ? On rappelle que dans nos métiers, nous ne faisons pas du trading. On ne fait pas du day-to-day. Ça veut dire quoi ? Le métier de la gestion de patrimoine et le métier des bons gérants, c'est d'abord et avant tout de voir long. Quand vous êtes sur des marchés financiers, et uniquement parce que nous parlons aujourd'hui des marchés financiers, il faut avoir entre 8 et 10 ans devant soi. 5 ans, c'est bien, plus, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette courbe, elle est haussière sur du long terme. Peu importe le placement que vous avez fait. Si vous êtes sur un indice, il va performer sur du long terme. C'est une certitude. Mais nous ne sommes pas traders. Nous n'avons pas vocation à bouger des positions toutes les 5 secondes. On n'est pas dans une logique d'achat immédiat, revente immédiate, de spéculation. On est sur une logique patrimoniale. Si vous êtes vous aussi dans cette logique long terme, le marché gagne. Si vous avez une vision, le marché gagne. Bien sûr, ça ne veut pas dire, quand on dit qu'on n'est pas trader, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestion active, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de conviction. Il y en a. Mais ça veut dire qu'il faut avoir le temps. Et il faut laisser le temps faire son œuvre. Sur les marchés financiers, encore une fois, vous avez des années avec et des années sans. Le but, c'est d'en avoir le moins possible, de lisser les points d'opportunité et d'en bénéficier. Ça, c'est une certitude. Mais d'avoir effectivement ce temps pour faire de la performance. Le MSCI World, par exemple, qui est l'un des indices mondiaux sur lesquels vous avez à peu près 3700 entreprises qui représentent cet indice, c'est 10% sur les 10 dernières années en termes de performance. Ça, c'est la performance mondiale parce que vous avez le temps. Okay. Notre logique d'investissement, c'est donc de travailler non pas sur un monoproduit ou un monoplacement, mais un ensemble. Prenons encore une fois un peu de hauteur. Bien sûr, les actualités peuvent être anxiogènes, mais c'est aussi source d'opportunités. Ça peut d'ailleurs être une question que je peux vous poser. Comme ça, je vais ajuster le webinaire aujourd'hui. C'est si pour vous, c'est plus source d'opportunités que d'anxiété ou si vous ne savez pas. Pour avancer mon point, le point, et notamment la position du cabinet, est de dire si vous avez effectivement que des actions, ça peut être un sujet. D'abord parce que vu que c'est pas toujours le moment de sortir, le sujet de la liquidité se présentera. Vous pouvez investir notamment sur une classe d'actifs qui s'appelle les produits structurés, qui a le vent en poupe en ce moment, je vais le définir. Les obligations des fonds euros qui reviennent sur le marché, qui n'étaient pas très bons en 2020. Je rappelle que les taux sont à 0 en 2020, donc il n'y a pas de raison que les fonds euros soient très performants. À ce moment-là, un livret A, c'est 0,5. Bon, vu que les taux ont augmenté sur les 2-3 dernières années, ce qui a eu aussi des conséquences, mais notamment positives pour certaines classes d'actifs, dont les fonds euros et les obligations, eh bien, on peut commencer à en rediscuter avec des fonds euros qui peuvent aller jusqu'à 4% aujourd'hui.
On va le voir ensemble. Et puis l'immobilier. Alors, je vais commencer par l'immobilier, puisque dans des périodes d'augmentation de taux, c'est souvent ce à quoi on pense, et vous auriez raison. Quand vous êtes sur de l'immobilier, d'abord, c'est une classe d'actifs qui est hyper résiliente sur la logique inflationniste. Voilà. L'immobilier, notamment en France, pourquoi? Parce que les Français adorent l'immobilier, mais aussi parce que c'est une classe d'actifs qui est très privilégiée. C'est propre à la France, hein, pour le coup, cocorico. C'est quelque chose qu'on doit mettre en avant. On peut discuter de la législation protectrice ou pas, etc. Mais en tout cas, l'immobilier, votre résidence principale, vos investissements locatifs, quels qu'elles soient, est une classe d'actifs résiliente par le droit français, par la notion propre à elle de propriété française, mais également parce que les Français croient en la pierre. Voilà, c'est quelque chose qui est inhérent à la France. On croit en la pierre et comme on croit en la pierre, la valeur ne baisse pas ou peu. Donc, c'est forcément une classe d'actifs qui est hyper résistante à l'inflation. J'en parle également parce que même si actuellement les banques centrales sont plutôt accommodantes, ce qui est une bonne nouvelle, donc a priori une stabilisation sur les taux plus qu'une hausse, on verra ensuite si le conflit dure ou pas, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Eh bien, forcément, quand vous avez une hausse des taux directeurs, vous avez un impact sur les taux d'emprunt. Donc, c'est peut-être le moment d'emprunter si vous avez, par exemple, des projets immobiliers. Je fais une parenthèse. L'autre classe d'actifs dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, que ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais c'est les fonds euros. Les fonds euros, et là aussi, il n'y a pas de mystère, n'étaient pas très sexy en 2020. Ils n'étaient pas sexy en 2020 parce que les taux, à ce moment-là, c'est zéro. Les taux directeurs, vous avez même des pays qui étaient sur des taux négatifs, notamment l'Allemagne, par exemple. Quand vous avez des taux à zéro, votre fonds euro est à zéro. Je prends l'exemple très caricatural du livret A. Le livret A 2020, ça descend à 0,5. Les taux remontent sur les 3 dernières années, c'était monté jusqu'à 3. Et puis, c'est redescendu doucement pour atteindre 1,5 aujourd'hui. D'accord ? Quand vous êtes sur des fonds euros, à l'intérieur, il n'y a pas rien. Vous avez ce qu'on appelle des obligations d'État. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on parle de garantie en capital, la garantie en capital, elle est inhérente à l'État dans ce cadre. Ce que vous avez dedans, ce sont des obligations. Les obligations, c'est une dette. Et c'est une dette, effectivement, qui permet de financer l'État. Vous financez l'État quand vous êtes sur les fonds euros. D'ailleurs, grâce à ceux qui investissent sur les fonds euros, grâce à ceux qui sont sur les fonds euros, ça a permis aussi de tenir la note de la France. La notation dont on parle régulièrement tous les ans. C'est grâce à l'épargne des Français qu'elle a été maintenue, notamment. C'est parce qu'on peut apporter des garanties grâce à votre épargne. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui et à la performance, le fonds en euros, à l'intérieur, ce sont effectivement des obligations 3,5 depuis 5 ans. Ça sera intéressant Hervé, effectivement, d'avoir votre retour. On va y revenir. Je regardais le chat. Sur le fonds euro, effectivement, à l'intérieur, vous avez des obligations. Les obligations qui commencent de nouveau à délivrer de manière certaine. À l'intérieur des obligations, c'est ce qu'on appelle des OAT, des obligations à terme. Et les obligations à terme, c'est des obligations sur 10 ans. Le jeu des assureurs actuellement est donc de racheter de manière significative des obligations pour booster et augmenter les fonds euros. Si par exemple, comme Hervé, effectivement, vous avez des fonds euros, de ma compréhension en tout cas, 3,5, eh bien, ça veut dire que votre assureur avait fait des stocks sur les 2 dernières années, ce qui est très bien, d'obligations qui délivrent des rentabilités significatives et ont collecté énormément. Vous avez, et donc plus elle collecte des obligations d'aujourd'hui, plus le fonds euro, qui lui tient des obligations sur 10 ans, peut délivrer des performances, que l'obligation qui délivre 3,5 par exemple aujourd'hui, voire 4 aujourd'hui, va durer 10 ans. Peut-être que demain, si les taux baissent, l'assureur devra acheter des obligations qui délivreront du 3 pendant 10 ans. Et donc, ça va baisser tout doucement, mais c'est ce qui fait que le fonds euro est résilient. Donc, le jeu des assureurs aujourd'hui, c'est d'acheter des obligations très rentables étatiques à date pour pouvoir tenir effectivement une performance de fonds euros sur du long terme. D'accord ? Elles sont prêtes également, les assureurs sont prêts également à mettre ce qu'on appelle des boosts pour booster les collectes. C'est le moment de le dire. Ça a peut-être été le cas pour Hervé notamment. Et booster les collectes, c'est pour vous encourager à collecter à très juste titre. Actuellement, par exemple, vous avez des assureurs qui vont délivrer des rentabilités. C'est le cas à peu près depuis 3 ans. Autour de 4,40% net des frais de gestion. Certains assureurs peuvent aller jusque-là. Je préfère vous dire autour de 4%. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui au sein du cabinet. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Donc, c'est une classe d'actifs qui tire aussi son épingle du jeu parce que vous bénéficiez avec des garanties en capital d'une performance qui est liée à l'intérêt des assureurs
mais également au vôtre, sur une classe d'actifs qui, par essence, est peu risquée. Alors, je dis peu risquée parce que le risque zéro n'existe pas. Rappelons-nous effectivement qu'un fonds euro, son risque, c'est la faillite de l'État. Bon, s'il y a une faillite de l'État français demain, on aura d'autres discussions, mais effectivement, ça tient à cette garantie-là. Sur les obligations, vous avez également des obligations de dette privée. Les dettes privées, il n'y a pas que l'État qui émet des obligations. EDF peut émettre des obligations. Vos banques peuvent émettre des obligations. BNP émet des obligations. La BRED émet des obligations. Quand on vous appelle chaque année pour vous dire est-ce que vous souhaitez investir dans votre banque, ce sont des obligations. Vous financez la banque. Bien sûr, plus l'émetteur de l'obligation est solvable et stable, moins la rentabilité est présente, autour plutôt de 4-5% aujourd'hui, voire jusqu'à 7-8% en fonction de ce sur quoi vous êtes investi. Mais si vous êtes sur des obligations un peu plus risquées, donc d'autres entreprises par exemple, vous pouvez aller sur un risque plus significatif. Mais c'est intéressant actuellement puisque sans prendre énormément de risques, sur des gros émetteurs, notamment bancaires, on arrive effectivement à tirer des rentabilités qui sont plutôt autour de 6-7%. Voilà, c'est ce qui se fait actuellement par la conjoncture de taux. Donc, c'est là où je dis qu'effectivement, cette stabilité des taux, certes plus élevée qu'il y a 5 ans, mais néanmoins présente, amène des opportunités. Ce que vous retrouvez sur certains mandats d'ailleurs, ou des sous-jacents, par exemple en produits structurés. Justement, ça me permet de faire une transition. Les produits structurés sont par définition la classe d'actifs qui tire son épingle du jeu aujourd'hui. Pourquoi ? Un produit structuré, c'est un bien grand mot, mais qui ne veut pas dire grand-chose, pour dire un contrat. Un contrat, on détermine à l'avance quelle sera la rentabilité, quelle sera la prise de risque, quand est-ce que je perds, quand est-ce que je gagne, à quel moment et par rapport à quoi. Tout est déterminé dès le départ. Mais un produit structuré, ça ne veut rien dire. C'est comme si je vous indiquais immobilier. De quoi est-il question? Je parle d'immobilier locatif que je mets en location meublée, de location meublée touristique, ou est-ce que je parle d'habitation? Je parle de ma résidence principale, je parle de bureau, je parle de bail commercial. De quoi est-il question? Eh bien, structuré, c'est pareil, on peut absolument tout faire. Vous avez des produits structurés qui, effectivement, vont avoir des garanties en capital, parfois protection à 100%, à certaines conditions, parfois pas du tout, parfois des niveaux de rentabilité qui peuvent aller jusqu'à 18%, d'autres plutôt 5, 6, 7%. Ça va dépendre du sous-jacent et de ce sur quoi vous êtes investi. Si effectivement vous êtes sur un produit structuré sur des sous-jacents de taux avec 100% de protection en capital, les annonces qui ont été faites sur la stabilisation des banques centrales sont plutôt positives. Et effectivement, les perspectives long terme avec des taux plutôt baissiers vont se tenir. Ça, c'est une bonne nouvelle avec des protections significatives. Dorian Raymond nous indiquait ce matin à cette trader du groupe que les produits structurés avec un niveau de risque de toléré plus important, effectivement, seraient ceux avec des sous-jacents indiciels. Si effectivement je crée un contrat avec une garantie qui est liée à un indice, mais que mon indice, par exemple, il est déjà à moins 6, ce qui était le cas du Dow Jones tout à l'heure, ce qu'on évoquait. Votre protection, si je mets une protection à moins 40%, elle ne part pas de 0, elle part de moins 6. Vous êtes donc sur une protection en capital jusqu'à moins 46%. C'est donc effectivement une classe d'actifs qui va vous apporter protection, stabilité, rentabilité, et il n'y a pas un seul élément que vous ne pouviez anticiper d'avance. C'est donc une classe d'actifs qui va vous permettre d'apporter des certitudes dans un monde incertain, si on n'est pas prêt à prendre la totalité du risque ou alors si on veut diversifier sa classe d'actifs. Merci Hervé, c'est une excellente question. La question d'Hervé dans le chat, c'est quelle est la différence entre garantie et protection? On va parler plutôt de garantie lorsqu'on parle de fonds euros de manière usuelle, parce que la garantie, c'est l'État en réalité. D'ailleurs, le risque 0 n'existe pas. Vous avez des notations de 1 à 7 sur 7, d'accord? Le risque 1, c'est par exemple l'obligation d'État, le fonds en euros. Le fonds en euros est noté 1 sur 7 en termes de niveau de risque, comme votre livret A. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que l'État fasse faillite. On va considérer, au niveau de la notation de l'autorité des marchés financiers, que c'est 1, parce que cette probabilité est assez faible.
Quand on parle de protection sur des produits structurés, c'est que en fonction du sous-jacent qui est mis, eh bien, c'est le sous-jacent qui va vous apporter cette protection. Par exemple, beaucoup de solutions en produits structurés se font en ce moment sur des sous-jacents de taux qui sont émis par des banques, par exemple Société Générale, par exemple BNP. Ce sont ces banques qui vont vous apporter 100% de garantie en fonction des conditions qui sont déterminées d'avance. Donc là, je pourrais vous donner un exemple ou faire un webinaire si ça vous intéresse, uniquement dédié sur les produits structurés pour rentrer un peu plus dans la classe d'actifs et donner des exemples de ce qui se fait actuellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. On pourra effectivement le faire de manière ciblée. Mais pour répondre effectivement à Hervé, ces protections peuvent aller jusqu'à 100% dans des conditions déterminées où là, votre risque, c'est la faillite de l'émetteur, donc c'est-à-dire la faillite de la banque. Donc là, ce type de placement protégé en capital sont plutôt 2 sur 7. Parce que là également, la probabilité de la faillite bancaire qui apporte votre garantie est assez faible. Mais on va considérer quand même un peu plus importante que l'État. Si vous avez en revanche des protections qui sont liées à des sous-jacents indiciels, eh bien là également, je vais répondre à Émilie, quid si l'ASG ou la BNP font faillite, effectivement, là, il peut y avoir un risque de perte en capital en fonction du placement sur lequel vous êtes alloué. Si vous êtes investi sur ce type de produit, n'hésitez pas à poser vos questions ciblées à vos conseillers. Mais effectivement, ce serait le seul risque qui se retrouverait dans ce type de produit si l'émetteur fait faillite, ce qu'on appelle le risque émetteur. Maintenant, j'ai donné l'exemple de la BNP et de la Société Générale. Il y a 2 sujets. Quand on crée des produits structurés, on fait toujours très attention, quand on crée ou quand on les choisit auprès de nos partenaires, on fait toujours très attention à la qualité de l'émetteur. Ce sont toujours des grandes banques. Rappelons qu'en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis d'ailleurs, depuis la crise des subprimes 2007-2008, eh bien, les banques européennes sont parmi les plus solides du monde, avec des ratios de solvabilité qui sont énormes. Vous êtes également, Émilie, sur par exemple la Société Générale et BNP, sur ce qu'on appelle des banques systémiques. Ce qui veut dire que si ce type de banque tombe, l'État sera tombé en même temps et on aura d'autres problèmes. Je ne peux pas vous dire que c'est impossible, ce n'est pas quelque chose que je peux dire, je n'ai pas de boule de cristal. C'est juste très peu probable. Voilà, mais je vous réponds. Donc un produit structuré, toute la classe d'actifs du produit structuré, a le vent en poupe en ce moment et est une classe d'actifs à privilégier dans des moments incertains. Parce que c'est la volatilité bénéficie à la construction du produit et vous permet d'avoir de plus fortes protections encore que ce qui était envisagé initialement. Les structurés qui sortent leur épingle du jeu lorsqu'on veut prendre, on peut ou veut prendre un peu plus de risques ou diversifier, c'est ceux avec des sous-jacents indiciels pour bénéficier effectivement de cette performance. Un bon patrimoine, c'est donc un patrimoine qui est diversifié. Là est le point. Un bon patrimoine, c'est un patrimoine qui voit des obligations, un peu de fonds euros, des liquidités. En principe, si vous êtes conseillé par le cabinet, on précise toujours la poire pour la soif. Garder un livret A, des liquidités disponibles, le reste un peu de fonds euros, et puis ensuite, on évolue la classe d'actifs avec différents conseils, que ce soit des marchés financiers, parce qu'il faut le faire aussi. Ça fait partie de la diversification et surtout, il y aura des opportunités, telles qu'on l'a évoqué aujourd'hui, des produits structurés pour peut-être apporter un peu plus de certitude avec des garanties et des protections. Et l'immobilier qu'il faut aussi avoir pour pouvoir bénéficier de taux qui, encore en France aujourd'hui, sont des taux fixes. Je rappelle que nos voisins sont parfois passés à des taux variables. On n'y est pas encore en France, donc ça reste des opportunités. Oui, les taux ont augmenté, c'est parfois des questions que nous avons, mais effectivement, ils restent fixes. Pour répondre à Hervé, est-ce que ça peut être des SCPI? Oui, c'est une classe d'actifs immobilière qui peut bénéficier d'ailleurs d'un emprunt, et notamment à taux fixe. Voilà. Donc toute cette classe d'actifs immobilières, je disais bail commercial, résidence principale, etc., eh bien, bénéficie à une anticipation inflationniste. Voilà. L'immobilier, c'est le meilleur ami pour passer les contextes inflationnistes. Attention à la liquidité, évidemment. Hein, on ne vend pas l'immobilier en 2 secondes 50. Donc, il faut aussi avoir le reste et avoir un patrimoine équilibré. Ça, c'est une réelle conviction du cabinet. J'aimerais également terminer sur notre logique
qui est lié aujourd'hui au marché financier et le contexte géopolitique. D'abord en vous disant que si c'était un sujet, le meilleur moyen de passer ces moments, c'est de rester investi. Parfois, si on n'est pas sûr, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Pourquoi? Parce que si vous sortez au mauvais moment, vous ne bénéficiez pas des rebonds. Or, quelle est la conclusion de ce webinaire finalement, si on devait retenir 2 phrases? C'est que l'économie va bien. Il y a des sujets, mais majoritairement, l'économie va bien. C'est uniquement un sujet géopolitique et de bruit ambiant. Mais la croissance, elle fait ça. Preuve en est, j'avais envie de vous montrer ce graphique qui montre que si vous êtes investi sur un indice, ce n'est pas un conseil d'être investi sur un indice, c'est un exemple sur l'un des plus gros indices utilisés, le plus investi dans le monde. Vous en avez forcément si vous boursez côté de votre côté. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous faites. Si vous avez un PEA, un compte titre avec lequel vous travaillez de temps en temps parce que ça vous intéresse, parce que voilà, vous avez peut-être du S&P à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'en fais mon exemple. Ce qui est montré, c'est que le S&P 500, à partir du moment où vous êtes investi, eh bien, sur 20 ans, c'est 7,47% de performance sur la durée et par an. Alors bien sûr, il y a des années avec et des années sans. Bien sûr, vous avez des années à 10 et puis des années à 5 et puis des années négatives. Mais à partir du moment où vous êtes resté investi tout le temps, vous avez bénéficié de cette croissance long terme. Si en revanche, vous avez manqué les 60 meilleurs jours, parce que vous avez fait des entrées, des sorties, etc., eh bien, vous avez perdu de l'argent. Ça, c'est un point important. J'en profite pour donner un conseil général, c'est un conseil personnalisé, c'est que lorsque vous êtes sur des marchés financiers, nous vous invitons à faire des versements programmés en complément peut-être d'un versement libre. Pourquoi? Parce que vous allez automatiquement lisser, à l'instar des meilleurs gérants, vos points d'entrée. Vous allez avoir des entrées chaque mois, peut-être à -10, ce qui est très bien, parce que vous entrez au meilleur moment, peut-être un peu plus, et donc vous allez lisser cette volatilité sur du long terme. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Ça vous permet également de lisser la volatilité, baisser effectivement cette prise de risque, tout en ayant une opportunité de le lisser sur plusieurs mois. J'en profite en utilisant une phrase qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un grand monsieur qui s'appelle Warren Buffett, imminent économiste et qui a créé une très, très, très grosse société de statistiques sur les marchés. Le transfert d'argent se fait des impatients vers les patients. C'est une réalité. C'est un point important. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça ne veut pas dire que, au sein du cabinet, nous restons statiques face aux actualités. Mais je dirais qu'en ce moment, le gros du travail des conseillers de la structure et moi-même, c'est de faire de la pédagogie et de ne pas paniquer. Il n'y a pas de raison actuellement de paniquer. L'économie va bien. Il y a des sujets géopolitiques. Il y a des nuances, bien sûr, à apporter. On sera présent. On accompagne nos clients sur du long terme. On va diversifier les classes d'actifs, c'est le maître mot, pour laisser les classes d'actifs qui ont besoin d'un peu plus de temps respirer. Et on se retrouve effectivement fin d'année pour faire un point de performance. Ça, effectivement, c'est la logique et c'est l'adage des personnes qui le font sur plusieurs années et qui ont des performances long terme. J'en termine. Je crois que j'ai répondu aux questions au fur et à mesure. Sur quel support investir? Souvent, nous avons des questions qui sont liées à peut-être, si on propose des investissements, on va faire un PEA, une assurance vie, un compte titre, un PER. Cette question-là est en réalité assez accessoire pour un cabinet comme le nôtre et devrait l'être pour vous aussi. Je vais expliquer mon propos. L'enveloppe fiscale, c'est uniquement ce qui va déterminer vos objectifs. Est-ce que je souhaite transmettre? Est-ce que je souhaite optimiser une fiscalité? Sur quoi je souhaite être investi? Etc. Bien sûr, en général, le conseiller, si vous êtes conseillé par le cabinet, sera là pour vous accompagner. Si vous n'êtes pas conseillé et que vous investissez seul de votre côté, je vous invite à vous interroger sur les questions qui vont suivre. Si vous êtes sur un PEA, vous allez bénéficier effectivement, après 5 ans, d'une économie d'impôt sur les plus-values. Je rappelle que le capital n'est jamais fiscalisé. Vous avez mis 100.
Si ça a fait 0 de perf, vous récupérez 100. Heureusement, on n'est pas fiscalisé encore sur de l'argent qui a au passage déjà été fiscalisé à l'impôt sur le revenu. En revanche, la performance, avant 5 ans dans un PEA, c'est flat tax. Après 5 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Attention, pas des charges sociales. Point important sur le PEA qu'on propose assez peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes investi uniquement, en tout cas majoritairement, je corrige, sur des marchés européens. Il faut que ce soit au moins 75%. Sujet, la performance n'est pas toujours en Europe. Point d'actualité, mais aujourd'hui, un peu quand même. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais depuis les incertitudes américaines, j'en profite pour vous donner quelques points de nouveau, les actions européennes, le marché européen redevient extrêmement attractif par sa stabilité. Les investissements arrivent, les indices remontent et c'est plutôt positif. Donc le PEA, pourquoi pas, il faut en avoir un, mais vous ne pourrez pas investir sur toutes les classes d'actifs et vous ne pourrez pas diversifier au-delà de l'Europe à part à 25%, ce qui est la tolérance du PEA. En dessous de 5 ans, je rappelle également que si vous sortez, ça casse votre contrat. Il faut rester plus de 5 ans. L'assurance vie, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup pour 2 raisons. Parce que c'est le contrat qui vous permet d'investir sur toutes les classes d'actifs de France et de Navarre. Pas de limitation géographique. Et effectivement, bénéfice fiscal, tant que vous restez à l'intérieur de cette enveloppe, tout comme le PEA, vous n'êtes pas fiscalisé sur les performances. Ça, c'est très positif. Parce que ça vous permet de capitaliser sur les acquis et sur l'exponentialité de votre contrat. Donc ça, c'est très bien. Le compte titre, qu'on aime beaucoup également, vous permet de faire absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas d'obligation de rester sur tel ou tel secteur géographique. Vous pouvez mettre 1 million sur un compte titre si vous voulez. Donc ça, on l'aime bien. On l'aime bien notamment si vous êtes une société. Si vous êtes une société, c'est un contrat que l'on met beaucoup en termes de placement de trésorerie. Alors, on n'ira peut-être pas toujours sur des marchés actions directement. Hein. Ça dépend de quelle société il est question. Donc, avec parcimonie. Mais c'est un compte qu'on aime beaucoup, et notamment pour les particuliers. Pourquoi ? Pour sa liquidité de fait. C'est un compte. Alors, bien sûr, c'est pas 2 jours, parce qu'il faut le temps de shorter les positions si vous avez besoin de liquidité. Mais en moins d'une semaine, vous avez vos fonds. Voilà. Ça, c'est important. D'avoir toujours un compte de ce type à côté qui permet, comme un compte courant, sauf que là, il a vocation à investir sur des titres, d'avoir une enveloppe qui, par définition, n'a pas de délai assurantiel. Alors, je ne dis pas que l'assurance vie n'est pas liquide, ce n'est pas ce que je dis. Si vous avez besoin de vos fonds, c'est autour d'1 mois, les délais légaux. En général, on arrive à s'en sortir pour 2 semaines, mais ce n'est pas non plus immédiat et ce n'est pas fait pour ça. Le compte titre, lui, est fait pour ça. Et puis le PER, qui ressemble effectivement à l'assurance vie. Et la seule différence, c'est que, sauf exception, il est plutôt bloqué plan épargne retraite. Comme son nom l'indique, vous devez aller jusqu'à la retraite par principe hors exception pour récupérer les fonds à ce moment-là. Mais vous avez les mêmes classes d'actifs sensiblement que l'assurance vie. On est sur la même logique. D'accord ? En résumé, le contexte géopolitique peut amener des incertitudes. Il peut amener aussi certaines anxiétés, ce qui serait tout à fait normal. Mais il amène aussi énormément d'opportunités à partir du moment où on comprend. Ce qu'il faut retenir. En 1, le contexte actuel amène une augmentation des matières premières. Opportunité. En 2, cette augmentation et cette prise importante de valeur des matières premières amène potentiellement une hausse des taux, mais qui est maîtrisée par une croissance générale mondiale qui est stabilisée, et donc les banques centrales, très importantes, ne sont pas pressées d'augmenter les taux. Et comme elles ne sont pas pressées d'augmenter les taux, il y a une stabilisation générale, ce qui est très positif. Si le conflit s'arrête, il y aura eu pas ou peu d'impact sur les taux. Quelles sont les classes d'actifs qui ressortent ? Sur la partie marché financier, matières premières, la défense, l'IA. Les 3 classes d'actifs. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de ce qui est possible en gestion de patrimoine, produits structurés pour vous apporter des certitudes, un placement qui vous permet d'anticiper. Vous savez d'avance ce qui va se passer dans le contrat dans tel
ou tel contexte. La classe d'actifs marché financier dont les 3 valeurs ressortent, défense, IA et matières premières, bien sûr. L'immobilier, qu'il faut avoir aussi, qui n'est pas liquide, mais qui résiste très bien en période inflationniste. Je rappelle que les taux sont fixes en France pour l'instant. Ça n'a pas toujours été le cas. On est mal habitué sur les conjonctures d'aujourd'hui, mais je rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. Okay. Et puis, effectivement, le fonds euro, aujourd'hui, qu'il faut avoir également, parce que les assureurs jouent le jeu. C'était peut-être le cas de l'intervenant qui me précisait tout à l'heure, avoir un fonds euro à 3,5 sur 3, 4, 5 ans. C'est tout à fait possible, puisque les assureurs mettent des boosts actuellement pour encourager à la collecte. Et comme ils ont une visibilité, puisque les obligations, on ne peut pas dire que ce soit une classe incertaine, eh bien, ils ont un intérêt à le faire et peuvent le tenir en fonction de l'assureur que c'est. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient et qu'on vous propose également au sein de la structure en complément avec des rendements qui peuvent aller jusqu'à 4. Je préfère vous dire 4%, mais ça peut aller jusqu'à 4,40 à l'heure où je vous parle, avec les boosts des assureurs qui encouragent aux collectes, pas parce qu'ils ont envie de vous faire un cadeau, mais tout simplement parce qu'ils y ont aussi un intérêt pour renflouer les fonds euros avec des obligations étatiques qui aujourd'hui sont plutôt plus rentables qu'il y a 5 ans. J'en terminerai là-dessus. Il y a peut-être des questions qui vous viennent. N'hésitez pas. Le webinaire devait durer 1 heure, 45 minutes à peu près, et le reste, le temps de répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à interagir via le chat. Et pour répondre, effectivement, il va y avoir un replay qui sera envoyé. Si effectivement vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, à la fin de ce webinaire, demander à être rappelé ou de recevoir un email. Si tout est clair, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je comprendrai alors qu'il n'y a pas de questions. Avez-vous un exemple de produit structuré ? Oui, je peux vous donner un exemple. Si on est sur, prenons l'exemple d'un produit structuré avec un sous-jacent indice. Mettons, si on crée un produit structuré aujourd'hui, alors ce n'est pas nous qui le créons, mais admettons qu'on le demandait, et c'est d'ailleurs exactement ce que nous sommes en train de faire, on pourrait tout à fait se dire, je vais demander un produit structuré avec un sous-jacent indice. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du S&P 500. Allez, soyons fous. Le S&P 500, mettons aujourd'hui, il est à -10. D'accord. Et je vais structurellement apporter des garanties en disant, je veux que le produit délivre une rentabilité de 10%. Par exemple, trimestriellement. Donc 2,5 par trimestre, ou 1 fois par an, ou à la fin de ce produit. Mais vous aurez toujours les dates. Mettons 1 fois par an pour faire simple. Considérons que nous l'avons fait le 2 avril. Il est fait aujourd'hui. Si le S&P est à -10 et que je dis, moi, je veux créer un produit structuré sur mesure pour Sandrine. Sandrine, elle souhaite avoir 10%, elle peut prendre du risque. Très bien. Et on va limiter ce risque en disant, je crée un produit où je veux une garantie en capital jusqu'à -40 sur 5 ans. Donc, le produit durera 5 ans et c'est 10% par an. C'est 10% par an si le S&P ne fait pas plus que -40 dans mon exemple. Oui, mais -40 par rapport à quoi ? Par rapport à sa valeur d'aujourd'hui. C'est là où je vous indiquais tout à l'heure que les garanties sont encore plus fortes, les protections. Les protections sont encore plus fortes lorsqu'elles sont faites en période de down. Puisque si mon S&P est à -10 aujourd'hui et qu'il est striké, qu'il est créé aujourd'hui, le produit structuré, votre garantie, elle est à -40 par rapport à -10. Il faudra donc que ça corrige jusqu'à -50 pour potentiellement peut-être avoir une perte en capital au jour de constatation qui sera le 2 avril de l'année prochaine, parce que je l'ai contractuellement mis comme ça. Comment ça se passe ? Je place 100 000 dans un produit sur mesure. Mon sous-jacent, c'est le S&P 500. Il ne peut rien se passer tant qu'il n'a pas fait -40 au 2 avril de l'année prochaine par rapport à la date d'aujourd'hui.
S'il fait moins 40 après-demain, ce n'est pas la date de constatation. S'il fait moins 40 au mois de septembre, ce n'est pas la date de constatation. S'il fait moins 30 le 2 avril de l'année prochaine, vous avez votre coupon à 10% dans mon exemple parce que vous êtes dans les clous. Votre contrat initial, c'est, vous avez 10% par an dans mon exemple, si le S&P 500 ne fait pas moins 40%, à la date de constatation de l'année prochaine dans mon exemple, il peut y avoir des dates, différentes dates dans l'année aussi, on peut tout faire, je rappelle, avec un produit structuré. Donc, 2 avril de l'année prochaine, par exemple, d'accord ? Et là, vous avez votre coupon de distribué et le produit s'arrête ou continue en fonction de ce qui aura été déterminé d'avance. Évidemment, à chaque fois, tout est expliqué, écrit et précisé. Vous avez également les dates dans des produits structurés. Il n'y a aucune place à l'incertitude. Vous savez tout. Là, c'est un exemple, effectivement, sur un produit qui ne serait pas protégé à 100% au capital, puisqu'il y a cette incertitude, mais qui enlève quand même grandement les incertitudes marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur de ces incertitudes marché, mais ça veut juste dire qu'un produit structuré vous apporte des garanties sur un sous-jacent non garanti. Bien sûr, la performance, c'est aussi figé. Il n'y a pas de magie dans un produit structuré. Si les marchés font plus 15, votre produit sera toujours à 10. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas de magie, mais effectivement, il y a des garanties et des conditionnements contractuels apportés dès le démarrage. Là, j'ai donné un exemple sur un sous-jacent indiciel, donc non garanti. S'il fait moins 39, eh ben, c'est pas moins 40. Donc, le produit reste protégé dans mon exemple. Votre capital, plus précisément, reste protégé. OK. Comment peut-on nous contacter ? C'est une bonne question. Alors, vous pouvez aller, effectivement, on vous a mis le QR code, là, si vous le souhaitez, le flasher. Nous avons également un site sur lequel vous pouvez prendre des rendez-vous, où, en principe, à la fin de ce webinaire, vous pourrez également demander à être recontacté derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai le sentiment que le produit structuré apporte quelques questions complémentaires. Peut-être que ça fera de l'objet d'un webinaire à part entière. Ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est opportunité marché, la défense, l'IA, les matières premières. On va lisser les points d'entrée. Les versements programmés sont vos meilleurs amis dans ces moments-là, et même tout le temps. La classe d'actifs et le patrimoine dans son ensemble, c'est un ensemble justement de solutions. Il faut avoir tout, toutes ces cordes à l'arc pour pouvoir passer assez facilement et avec peu d'anxiété des moments qui ne sont pas toujours les bons en fonction des classes d'actifs. Rappelons-nous, pour terminer là-dessus encore une fois, les sujets d'actualité sont des sujets géopolitiques, pas économiques. Ça, c'est important. Donc, il y a des choses qui vont bien. À apporter quelques nuances, bien sûr. Nous n'avons pas de boule de cristal. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets à partir du moment où il y a une logique de diversification et de forte protection. Même question sur la valorisation des SCPI. Au niveau de la classe d'actifs, je pense que les personnes qui s'interrogent, c'est notamment par rapport aux taux. Effectivement, lorsque vous avez une augmentation des taux, potentiellement, il peut y avoir un impact parfois négatif sur l'immobilier. Actuellement, ce n'est pas d'actualité, comme je l'indiquais tout à l'heure. Les banques centrales sont plutôt enclins à soutenir les économies. Elles ne sont pas du tout pressées d'augmenter les taux. Et si le conflit s'arrête, ce qui, a priori, devrait être le cas, parce que pour revenir sur les actualités, Donald Trump n'aurait pas d'intérêt à continuer le conflit. Pour une raison très simple. Il a promis à son électorat, il y a quelques années en arrière, qu'il serait le gardien de la paix. Donc, il est bien embêté actuellement que le conflit s'enlise dans une logique électorale. Les statistiques et les probabilités vont plutôt dans le sens d'un conflit qui va s'arrêter avant l'été, en principe. Si c'est le cas, les banques centrales maintiendront des taux stables. Donc, pas ou peu d'impact sur l'immobilier, qui de toute façon ne serait pas immédiat et a priori pour le moment résilient. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes accompagné par le cabinet, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou à passer par la boîte contact ou notre standard
pour prendre rendez-vous avec lui ou elle. Si vous n'êtes pas conseillé, que vous souhaitez poser vos autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à demander à être recontacté. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.